Le gouvernement ivoirien annonce le rajustement des tarifs de l'électricité avec une augmentation des prix qui va osciller entre 500 et 600 francs CFA pour les petits consommateurs. Déclaration faite par le porte-parole du gouvernement à l'issue d'un conseil de ministres présidé ce jour par le chef de l'État. Le plan national de développement 2016-2020 prend forme. Le document sera prêt avant l'échéance prévue. Assurance donnée par le secrétariat technique en charge de son élaboration au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritois-Keus. C'était hier à Bassam. La présence de la grippe aviaire en Côte d'Ivoire est confirmée au terme des résultats des prélèvements sur les soupçons d'existence de foyers de grippe aviaire à Bouaké. Ce sujet était au centre d'une conférence de presse animée cet après-midi par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Et puis l'immeuble La Pyramide au cœur du plateau était en feu ce matin. Un incendie dont les raisons pour l'instant restent indéterminées. Les éléments du GSPM arrivés sur les lieux tôt le matin sont parvenus à circonscrire le feu avec l'aide de certains volontaires. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu sur les lieux. Voilà pour les sommaires. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Ce soir également, vous aurez EcoPlus, la tribune économie de la rédaction. Aujourd'hui, focus sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Partenariat scellé en 1963. 1963 à 2015, voici plus de 50 ans que dure cette collaboration. Quels sont les acquis, les insuffisances, aussi quelles sont les perspectives? Un sujet inédit à découvrir dans EcoPlus, ce sera bien sûr dans quelques minutes. Commençons d'abord par le Conseil des ministres tenu ce matin au palais présidentiel, conseil à l'issue duquel le gouvernement annonce le rajustement des tarifs de l'électricité avec une augmentation des prix qui va osciller entre 500 et 600 francs CFA pour les petits consommateurs. Plusieurs autres décisions ont été annoncées en vue de réduire le chômage des jeunes, notamment le décret d'organisation et de fonctionnement de l'Agence pour l'emploi des jeunes. Par ailleurs, le Conseil a décidé de mettre fin aux activités de l'ADDR et de créer une cellule de coordination placée sous l'autorité du Conseil national de la sécurité. D'autres précisions avec Viviane Haïm. La question de l'emploi des jeunes a occupé une fois encore une place de choix dans l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 24 juin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises. L'agence Emploi Jeunes, créée pour apporter solution au chômage des jeunes, va démarrer ses activités. Un décret fixant son organisation et son fonctionnement vient d'être pris par le Conseil des ministres. Cette agence va être dirigée par un conseil d'orientation comprenant des représentants de l'État de Côte d'Ivoire, mais également des représentants du secteur privé et des représentants de nos partenaires au développement, BAD, Banque mondiale, PNUD, AFD, etc. L'agence Emploi Jeunes démarrera ses activités en s'appuyant sur les actifs d'un certain nombre de structures dissoutes. Il s'agit notamment de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, donc l'AGEP. Il s'agit du Fonds de soutien à l'emploi par des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre, qui relevait auparavant donc, du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il s'agit du Fonds de développement de l'élevage villageoise, en abrégé FDHEV, du Fonds de garantie des crédits des projets BAD de développement rural, du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, donc 3 structures qui auparavant relevaient du ministère de l'Agriculture. Il s'agit également du Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat, du Fonds ivoirien pour le développement des entreprises nationales, FIDEN, qui relevait auparavant du ministère en charge de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Il s'agit du FNJ, donc le Fonds national de la jeunesse. Il s'agit enfin du Fonds d'insertion des jeunes diplômés et de réinsertion des déflattés des secteurs publics et privés. Pour les jeunes eux-mêmes qui font des démarches pour un emploi, cela va être plus facile d'avoir un guichet unique, une sorte de guichet unique, et un regroupement de fonds donc, qui, dans leur action, seront plus au service des missions qui leur ont été confiées.
Ajouté à ce nouvel acquis, le Conseil a donné son accord pour la conclusion par l'État de Côte d'Ivoire d'un prêt de 29 milliards auprès de l'AID, l'Association internationale de développement, pour la création d'emplois pour les jeunes. Le Conseil a aussi donné son accord pour que le gouvernement octroie des prêts aux jeunes pour leur permettre de se prendre en charge au travers d'activités génératrices de revenus, tout à l'image des prêts octroyés aux femmes par le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La hausse du prix de l'électricité annoncée par le gouvernement n'aura pas en définitive un impact important sur le portefeuille des ménages si l'on considère les décisions adoptées par le Conseil des ministres de ce 24 juin. Il est important de préciser que tous les clients qui sont en basse tension, et notamment les abonnés au tarif social, ne subiront aucune hausse. Ces abonnés, c'est 39,4%, pratiquement 40% des clients aujourd'hui abonnés à l'électricité en Côte d'Ivoire. Ceux-là ne subiront aucune hausse. Ensuite, nous avons les petits consommateurs. Ceux que nous qualifions de petits consommateurs représentent à peu près 30% du marché. Et ceux-là subiront une hausse qui a été estimée entre 500 et 600 francs CFA par mois. Les plus gros consommateurs, ils sont estimés à peu près à 30% du marché, donc c'est tous les autres. Ceux-là, évidemment, connaîtront une hausse qui est très variable. Le ministère en charge du pétrole et de l'énergie communiquera sur ces aspects. De même que la hausse qui est prévue pour les abonnés du secteur industriel, donc les entreprises qui principalement sont abonnés en moyenne tension ou en haute tension. Cela représente 0,3% du marché. L'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette hausse soit suffisamment maîtrisée pour ne pas induire une augmentation des prix. La mesure de hausse sera applicable à partir de ce 1er juillet. L'objectif de cette augmentation, a souligné encore une fois le porte-parole du gouvernement, permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de disposer de l'électricité. Il s'agit de faire en sorte d'éviter que nos populations subissent des coupures intempestives en mettant à leur disposition un produit de qualité, en quantité suffisante, et puis de qualité parce que nous aurons refait, par exemple, tous les axes de transport, de distribution, etc. Il s'agit enfin de permettre l'accès du plus grand nombre d'Ivoiriens à l'électricité. C'est faire en sorte, par exemple, que dans les 2 ans, tous les villages de Côte d'Ivoire ayant plus de 800 habitants aient l'électricité. C'est faire en sorte qu'en 2020, tous les villages de Côte d'Ivoire qui ont plus de 500 habitants aient l'électricité. Donc cela nécessite évidemment des financements qui sont très importants. Le Conseil des ministres a été informé de l'apparition en Côte d'Ivoire d'un cas de grippe aviaire. Le gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises pour freiner la contagion. Un seul foyer a été constaté sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce foyer, il est basé à Bouaké. Il a été localisé à Bouaké, dans le quartier Koko. Ce foyer, à ce jour, est isolé, il est maîtrisé. Il s'agit là d'un petit nuage dans la belle éclaircie du secteur agricole national. En effet, le Conseil a noté avec satisfaction que le classement d'agribusiness en matière de potentialité d'investissement au niveau de l'agriculture décerne la première place à la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Autre décision prise lors de ce conseil, la fin des activités de l'ADDR qui marque la naissance d'une autre structure, la CCSR, cellule de coordination de suivi et de réinsertion. La nouvelle entité prend désormais en compte la réinsertion des ex-combattants déjà démobilisés. Peut-être vous aurez le compte-rendu d'Hamza Diaby dans cette édition. Le Conseil des ministres ce matin a également parlé de la présence de la grippe aviaire en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le porte-parole du gouvernement. Information au cœur du point presse animé cet après-midi par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Nkosi Adjoumani met un accent sur les mesures de son département pour la maîtrise de la situation qui remonte à 1 mois. Aussi les dispositions du gouvernement pour faire face à d'éventuels cas. Thomas Guessambi. Kobena Nkosi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, pour la 2e fois en face des journalistes en l'espace d'1 mois, pour évoquer la question de la menace grippe aviaire en Côte d'Ivoire.
Transparence et obligation d'informer ont droit de citer. Le mois dernier, nous vous informions de la suspicion du virus de la grippe aviaire dans une basse-cour au quartier Kokor de Boaké. Les prélèvements effectués, analysés et révélés positifs dans nos laboratoires ont été transmis au laboratoire de référence international de Padoue. Les résultats donc de ce laboratoire confirment aujourd'hui que effectivement il y a la détection du virus responsable donc de la grippe aviaire hautement pathogène. À côté de ces exigences, le membre du gouvernement ivoirien voulait surtout rassurer l'opinion. À ce jour, nous avons un seul foyer isolé et maîtrisé au niveau de Boaké. Aucun cas de mortalité massive n'a été rapporté dans les élevages de volailles modernes. Les expériences acquises donc depuis 2006 permettent aujourd'hui au gouvernement de faire face à la situation avec efficacité. Pour le reste, le ministre des Ressources animales et halieutiques en appelle à une vigilance et au respect des normes sanitaires. Le ministère des Ressources animales et halieutiques demande aux éleveurs, aux commerçants et transporteurs de volailles, ainsi qu'à la population ivoirienne, d'alerter les services vétérinaires en cas de mortalités importantes de volailles ou d'oiseaux. Pour donner la garantie de la situation maîtrisée des élevages, le ministère compte organiser dans les jours à venir des séances de dégustation de la volaille, produit des élevages de Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais, la fin des activités de l'ADDR marque la naissance d'une autre structure, la CCSR, cellule de coordination de suivi et de réinsertion. La nouvelle entité prend désormais en compte la réinsertion des ex-combattants déjà démobilisés. L'éclairage d'Hamza Diaby. À titre transitoire, les activités de réinsertion des ex-combattants démobilisés par la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration seront assurées par la CCSR, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Voilà ce que stipule l'article 2 du projet de décret portant création de la CCSR à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Autrement dit, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion poursuit les actions de la DDR. La CCSR est placée sous l'autorité du Conseil national de sécurité, aura pour mission d'organiser et de coordonner les activités de resocialisation menées par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la Gendarmerie nationale, l'Institut national de santé publique, la Croix-Bleue ou toute autre structure nationale ou internationale. La cellule assurera également la gestion de la base de données et le référencement aux structures spécialisées de mise en œuvre de réinsertion des ex-combattants. Les ressources de la nouvelle structure proviendront du budget de l'État, des contributions des partenaires au développement, des subventions et aides des institutions financières internationales. Que les ex-combattants démobilisés se rassurent donc, le processus de réinsertion se poursuit bel et bien. En bref, Yamoussoukro abrite aujourd'hui et demain le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat, une initiative de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI, et du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, rencontre en prélude de la participation des États africains à la 21e conférence des partis, COP 21 à Paris. Vous aurez la correspondance de notre envoyé spécial dans la capitale politique dans nos prochaines éditions. La décharge d'Akwedo est fermée depuis vendredi par des jeunes du village. La démolition d'une église construite sur un site privé serait à l'origine de ce mécontentement des jeunes. Pour éviter que ce mouvement d'humeur ne se propage, des forces de l'ordre ont été déployées aux alentours du site. La décharge d'Akwedo renferme environ 3000 tonnes de déchets. Herman Niamia. Cela fait 5 jours que les camions de ramassage d'ordures dans le district d'Abidjan n'ont pas accès à la décharge d'Akwedo. Conséquence, les ordures ménagères ont fait irruption encore dans les rues d'Abidjan. Selon le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, cette situation n'est pas du fait du ministère.
Le ministère tient à préciser que la situation d'insalubrité qu'on constate sur le territoire du district autonome d'Abidjan n'est pas liée à une défaillance dans la gestion des déchets. Cette situation n'est pas liée aux opérateurs de collecte. Il s'agit d'un litige foncier qui a entraîné la réaction de certains jeunes du village. Pour éviter qu'Abidjan ne ploie sous le poids des 3000 tonnes d'ordures ménagères produites par jour par les populations, des solutions transitoires ont été trouvées. Pour chaque commune, donc, nous avons identifié des sites sur lesquels les ordures collectées dans chaque commune sont regroupées, de sorte que au moins les rues, les trottoirs ne soient pas encombrés par ces ordures-là. Alors nous savons très bien que cela cause des désagréments à la population. Nous commençons à recevoir des plaintes depuis quelques jours et vraiment nous nous excusons pour cela et nous demandons l'indulgence des populations pour cette situation qui est transitoire. La directrice générale de la NASU, l'Agence nationale de salubrité urbaine, rassure les populations que des négociations entre le gouvernement et le village d'Akwedo sont engagées afin de trouver une issue favorable à cette situation. Le plan national de développement 2016-2020 prend forme. Le document sera prêt avant l'échéance prévue, assurance donnée par le secrétariat technique en charge de son élaboration au ministre d'État, ministre du Plan du Développement, Albert Mavry-Touakeus. C'était hier à Bassam où se tient depuis plus d'un mois un séminaire autour de l'élaboration de ce plan national de développement 2016-2020. Armand Boui, Noël Gnagno. Le document de diagnostic et de l'esquisse d'orientation stratégique du PND 2016-2020 est désormais disponible. Il a fait l'objet d'une séance de travail entre le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, et le secrétariat technique en charge de son élaboration. Mavry-Touakeus a relevé l'enjeu du PND 2016-2020 en rapport avec l'émergence de la Côte d'Ivoire et les attentes du gouvernement. Il s'agit donc de préparer le plan 2016-2020 pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est ce PND qui va donc guider l'action de l'État et de l'ensemble de ses partenaires au cours de la prochaine législature. Je suis arrivé ici en supervision pour voir comment les choses se passent, donner quelques orientations. La présentation faite par Diaby Lanciné, directeur du plan, a permis de dresser l'état d'avancement des travaux, de montrer la situation de la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence, de poser le diagnostic et d'identifier les défis stratégiques à relever. Pour le PND 2016-2020, le maître d'œuvre a bénéficié du concours d'organisation du système des Nations Unies et d'acteurs locaux, tels la société civile et le patronat. Notre apport, c'est en termes de capacité sur certains aspects, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est de faire en sorte que le PND2 puisse le plus intégrer l'égalité homme-femme dans tous les secteurs de la vie active en Côte d'Ivoire. Il était important que le secteur privé soit vraiment impliqué pour ce deuxième PND, pour pouvoir dire clairement au gouvernement quelles sont les réformes que le secteur privé ivoirien attend du gouvernement. Pour être définitif, le projet devra être soumis au Parlement. Ce soir, EcoPlus, la tribune économie de la rédaction, vous propose un focus sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Partenariat scellé en 1963 sous les auspices d'Henri Konan Bédié, alors ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. 1963 à 2015, voici plus de 50 ans que dure cette collaboration. Quels sont les acquis, les insuffisances, aussi quelles sont les perspectives? Un sujet inédit signé Noël Gnagno. L'histoire de la Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale, voici plus d'un demi-siècle que ça dure. L'un des actes forts de la banque ces dernières années en terre ivoirienne, sa contribution au financement du 3e pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié. Mais avant, beaucoup de choses ont été réalisées en Côte d'Ivoire en rapport avec les missions de la banque. Créer les conditions pour que la richesse soit bien générée dans le pays, mais surtout que cette richesse soit bien partagée. Afin, et ça c'est le deuxième objectif, que la pauvreté soit combattue et éliminée. Fort de ces éléments, faisons le retour sur le parcours 1963-2015. 1963, Henri Konan Bédié, alors ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, signe l'accord
de coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale en compagnie de George Woods, 4e vice-président. Avec cet accord, la banque s'engage à intervenir dans les secteurs clés de l'économie ivoirienne en pleine expansion dans la fourchette 1960-1979. Dans le domaine du cacao, pas dans celui du café, dans le domaine du coton, dans tout ce qui est culture qui a amené la diversification et l'exportation, que ce soit par le financement des infrastructures ou par le financement des opérations de production. Et la Banque mondiale est intervenue de manière positive. Les impacts de cette période sont aujourd'hui palpables. C'est grâce à VIA que j'ai fait tout ce que vous voyez là. Même les dalles qui est là, même la voiture qui est là, même le personnel qui est là. Et les gars, tas de gens ce matin, mais ce n'est pas tout, hein. Il y en a qui, quelque part. Quand j'ai planté mon évier là, j'ai construit, comme ce que vous avez vu. Il m'a aidé vraiment que j'ai construit. À cette période baptisée, à juste titre celle du miracle ivoirien, a succédé une phase de récession avec l'avènement de l'ajustement structurel qui a marqué négativement les populations. À l'origine de cette opinion et les polémiques suscitées, les mesures appliquées aux États africains qui connaissaient des difficultés économiques et financières comme la Côte d'Ivoire. Ces moments qu'on a appelés périodes d'ajustement structurel étaient tout simplement de recentrer les débats autour de quelles sont les fonctions régaliennes de l'État pour que l'État puisse se concentrer sur ça et soit un véritable acteur de développement. Et deuxièmement, quelle est la capacité réelle de l'État à soutenir par ses propres moyens un certain nombre d'activités ou bien à promouvoir un certain nombre de réformes pour élargir, n'est-ce pas, sa capacité budgétaire. Cette phase de remise en l'état de l'économie ivoirienne a duré de 1979 à 1993. Fait notable, c'est sur cette période que la banque a consacré les 2/3 de ses investissements en Côte d'Ivoire au développement. D'ailleurs, la banque sera d'un précieux secours après la dévaluation du franc CFA survenue en 1994. L'embellie d'après-dévaluation a été freinée par les crises successives de la Côte d'Ivoire, avec comme impact majeur augmentation sensible de la pauvreté, 48,5%, et le fort taux d'endettement. Réponse pour sortir le pays du marasme économique, l'initiative dite PPTE, pays pauvres très endettés, avec comme objectif injecter les ressources dégagées grâce à la réduction de la dette dans les projets de développement. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce sont environ 6 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une phase ascendante et les contributions de la banque sont les plus significatives des bailleurs de fonds. Le groupe de la Banque mondiale est premier au niveau des engagements des multilatéraux en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau donc des dons, c'est l'Union européenne qui passe avant. La Banque mondiale, c'est 26% des dons. L'Union européenne fait plus. Nous sommes satisfaits, très satisfaits, de l'appui donc, du coup, de la Banque mondiale au niveau de la Côte d'Ivoire. De 1960 à ce jour, ce sont 230 projets qui ont été réalisés pour plus de 7 milliards de dollars. Argumentaire de cette sollicitude singulière, la Côte d'Ivoire est un laboratoire pour l'institution. Ce sont des relations qui sont basées sur un apprentissage mutuel par vraiment une expérience qui nous a permis d'enrichir notre travail, nos interventions dans les autres pays africains. Voilà qui augure d'un lendemain meilleur et la jeunesse est invitée à jouer sa partition en toute responsabilité. Je voudrais inviter les jeunes ivoiriens en particulier à prendre connaissance de ce que la Banque mondiale fait en Côte d'Ivoire, mais surtout de venir à la rencontre de nos staffs qui sont nombreux. Nous avons à peu près 20 nationalités présentes dans notre bureau d'Abidjan. Ça montre que la Banque mondiale est accessible à tout le monde et surtout accessible aux Ivoiriens. Pour le cinquantenaire qui commence, gageons que la Côte d'Ivoire participe au financement de l'aide au développement comme bon nombre de pays occidentaux qui, au lendemain de la guerre, ont bénéficié de l'aide de la BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, aujourd'hui appelée Banque mondiale. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. Le commerce en ligne ou e-commerce connaît depuis quelques années une percée en Côte d'Ivoire. Les opérateurs privés présents dans le domaine se frottent les mains au vu de la forte clientèle. Cependant, ils déplorent l'absence d'un cadre réglementaire. Profitant d'une récente visite effectuée dans l'une de ces entreprises, le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné, a rassuré les opérateurs sur les dispositions prises par l'État à cet effet. Jean-Jacques Ouaméala. Après avoir passé une commande en ligne,
Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Koné, se fait livrer un complet d'épargne, à la grande satisfaction du client qu'il est. C'est la première fois que je fais cet achat, mais je suis surtout heureux de voir que de plus en plus d'Ivoiriens font ce type d'achat. Effectivement, tous les jours, ce sont des milliers d'internautes ivoiriens qui profitent du e-commerce, le commerce en ligne. Avec cette révolution numérique, plus besoin d'effectuer de longs déplacements pour s'offrir des articles et des produits de son choix. Juste une commande en ligne et le client est servi et livré chez lui. Si le secteur est en plein boom, les opérateurs appellent de tous leurs vœux l'avènement d'un cadre réglementaire. Sur ce point, le ministre de la Poste et des TIC rassure. Aujourd'hui, il y a une loi en Côte d'Ivoire sur le développement du commerce électronique. Il y a une loi sur la cybercriminalité qui protège également les clients. Et vous l'avez dit, sans confiance, les clients ne viendront pas. Nous demanderons une fois, s'ils sont arnaqués, vous savez, le bouche à oreille marche très bien ici. Un client qui n'est pas satisfait, c'est libre bien de perdre. En plus de toutes ces mesures, l'État a favorisé l'introduction de la 3G+ en Côte d'Ivoire, qui a permis de passer de 200 000 à 7 millions d'abonnés Internet, sans compter le lancement récent du projet Un citoyen, un ordinateur et une connexion Internet. L'immeuble La Pyramide au cœur du plateau était en feu ce matin. Un incendie dont les raisons pour l'instant restent indéterminées. Les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires JSPM arrivés sur les lieux tôt le matin sont parvenus à circonscrire le feu avec l'aide de certains volontaires. Pour l'heure, aucun bilan n'est encore disponible. Armand Boui, à Boussanogo. Il y avait le feu à la pyramide assise au plateau Carrefour BCAO. Pas de perte en vie humaine. Pour les dégâts, il faudra attendre une enquête de police, selon les sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié qui ont maîtrisé l'incendie après plusieurs heures d'opération. Les fumées s'échappent un peu partout, mais le feu est vraiment localisé précisément dans une gaine au 14e étage. Mais avant ça, il y avait des projections de braises qui sont descendues jusqu'au sous-sol. Donc on a maîtrisé le feu qui s'est déclaré au sous-sol et on a réarticulé le dispositif afin d'attaquer le feu au 14e. C'est à 5h30 que le feu a été déclaré dans l'immeuble. Alerté, Niamien Gbeli, chef de poste de sécurité, a appelé les pompiers. Les locaux à usage de bureaux qu'abrite la pyramide ont été vidés des activités de l'État depuis 2008. Depuis, ils sont en voie de réflexion selon le ministre de la Construction. Il y a un projet de réhabilitation qui a été projeté dans le cadre du PPP avec des partenaires, des investisseurs. Ces négociations sont très avancées. Ce qui est arrivé est regrettable, mais on nous rassure que les structures ne sont pas touchées. Mais bien que n'abritant pas d'activité officielle, la pyramide faisait office de dortoir pour des sans-abri, des déplacés et même des personnes qui la squattent volontairement. Je suis venue à la pyramide, ça vaut pas 2 mois. J'ai une amie ici, elle m'a dit de venir dormir avec elle. Donc elle a fait 2 semaines, elle est partie au village. C'est dans ça que je suis restée dans la pyramide aujourd'hui. Au bas-fond, on a tout pris nos affaires, mais pour là-haut, là, je ne sais pas. L'immeuble La Pyramide en feu. Le fait a mobilisé, outre les sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les services de la CIE et de la SODECI. Il a surtout perturbé les activités de ce jour. Aussitôt informé de ce drame, le chef de l'État a dépêché sur les lieux de l'incendie le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a pu se rendre compte de l'étendue des dégâts et aussi saluer la réactivité des sapeurs-pompiers. On retrouve à Boussanogo. Alertés à 7 heures, les sapeurs-pompiers militaires ont mis un peu plus d'1 heure d'horloge pour éteindre le feu qui est parti du 6e étage de cet immeuble de 14 étages. Les soldats du feu ont par la suite procédé au déblayage, étage par étage, jusqu'à 13 heures. Informé, le président de la République Alassane Ouattara a dépêché sur les lieux le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, lequel a félicité le chef de corps, le colonel Issa Sako, commandant le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, et ses hommes, ainsi que les forces de police et de gendarmerie fortement déployées pour sécuriser le périmètre du sinistre. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, donc je pense qu'ils vont continuer leur travail et la police va sécuriser les lieux pour ne pas qu'il y ait
qu'il y ait des clandestins qui viennent occuper l'espace. Pour cette opération, le groupement de sapeurs-pompiers militaires a déployé 75 hommes et 15 engins. L'enquête de la police déterminera l'origine de cet incendie. On termine en politique avec l'Union des sociaux-démocrates qui fait un tour d'horizon de la situation sociopolitique du pays. Au cours d'une conférence de presse, son président s'est prononcé sur le processus électoral en cours avant de dévoiler la stratégie mise en œuvre par son parti à l'approche de la prochaine présidentielle. Abou Sanogo. Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, l'Union des sociaux-démocrates invite l'Alliance des forces démocratiques dont elle est membre à aller en rang serré en désignant un candidat consensuel. La question de la stratégie électorale de l'USD ne peut s'envisager que dans le cadre de l'Alliance des forces démocratiques AFD. C'est pourquoi l'USD soutient au sein des concertations internes à l'Alliance qui ont cours en ce moment, le principe de l'union autour d'un seul candidat désigné par consensus par les partis membres de l'Alliance. En vue d'un scrutin apaisé, l'USD a également appelé les acteurs de la vie politique ivoirienne à engager des discussions. Concernant l'opération de révision de la liste électorale, le président de l'USD préconise l'augmentation du nombre de centres d'enrôlement pour une participation massive des populations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Bonsoir.